c'est Rafael Nadal, la légende de Roland-Garros, la légende de la terre battue, une légende du jeu tout simplement. Rafael Nadal, c'est un héros qui s'est plongé dans une aventure folle, celle du circuit mondial du tennis avec un objectif en tête, devenir un très grand champion. Le voyage a commencé très tôt avec un mentor qu'il a construit de toutes pièces, Tony Nadal, son oncle, qui a vu en lui un vrai potentiel, mais un diamant qu'il a fallu polir pendant des années. Les deux ont travaillé jour après jour, mois après mois, année après année pour arriver sur le circuit sans savoir que des obstacles dantesques les attendaient. Des blessures à répétition, la frénésie du circuit qui impose une discipline hors du commun pour durer, mais aussi des adversaires féroces dont deux contre qui il aura laissé plus que des plumes. Malgré toutes ces épreuves, Nadal a réussi à écrire son histoire par le biais de succès, d'exploits, de matchs légendaires et d'une domination sans partage sur terre battue avec la privatisation de Roland-Garros pendant 15 ans. Mais Nadal a aussi traversé des périodes plus sombres, avec une confiance totalement perdue et une vulnérabilité qui n'a pas échappé à ses adversaires qui ont saisi chaque occasion pour enterrer l'Espagnol. Malgré tous ces doutes planants, Rafa a su renaître de nombreuses fois en retrouvant le chemin de la gloire grâce à un état d'esprit unique, une combativité exceptionnelle et une persévérance qui le place parmi les plus grandes légendes du jeu. Et alors que sa fin de carrière est grandement perturbé par son corps qui dit stop, sa passion dépasse sa souffrance et Rafa retarde sans cesse l'inévitable. Néanmoins, il laissera derrière lui un héritage indélébile, des souvenirs par centaines et un palmarès qui fait de lui l'un des plus grands sportifs, tous sports confondus. Voici l'histoire de Rafael Nadal. Rafa Nadal, il est né le 3 juin 1986 à Manacor, une ville sur l'île de Majorque dans les Baléares. Papa Sébastien Nadal est propriétaire d'une compagnie d'assurance et maman Anna Maria est femme au foyer. Il a aussi un oncle qui est un ancien joueur de foot, Miguel Ángel Nadal, qui a joué au Barça quand même entre 91 et 99. Il a joué 3 Coupes du Monde avec l'Espagne, donc énorme carrière. D'ailleurs, Rafa c'est un grand fan du Real Madrid, donc c'est assez marrant de voir que son propre oncle a joué pour le grand rival de son club de cœur. Et il a un autre oncle, Antonio Nadal, dit Tony Nadal, un grand sportif. Il a fait du tennis pas à un haut niveau, il a fait de la natation et il a surtout été champion des Baléares au ping-pong. Sauf que Tony, il aimait vraiment le tennis, donc après ses études, il a entraîné en club. Et Rafa, il a aussi une petite sœur, Maria Isabelle, avec qui il est très proche, ils ont une relation fusionnelle, on la voit souvent d'ailleurs en tribune avec lui en tournoi. Donc Rafa, il a grandi dans un environnement bien sportif avec le football et le tennis. Et d'ailleurs, à la base, Rafa, il était plus foot que tennis. C'est vraiment à ses 12 ans qu'il s'est définitivement positionné pour le tennis. Bien sûr, il jouait au tennis avant, il a commencé à 3-4 ans, mais la décision du tennis à l'avenir s'est faite à ses 12 ans. Et c'est naturellement Tony, son oncle, qui s'est occupé de lui et qui a été son coach pour l'aider à progresser. La suite, c'est un Rafael Nadal qui progresse très très vite, qui s'illustre parmi les jeunes de sa catégorie. Par contre, il faut savoir que Rafa jouait son coup droit à deux mains et Tony lui a imposé de changer parce que jouer son coup droit à deux mains, c'est une grosse difficulté dans l'optique de devenir pro et de faire une belle carrière. Donc Rafa, il s'est mis de la main gauche alors qu'il est droitier par nature, mais au tennis, c'est un gaucher. Effectivement, Tony s'est dit que ce serait plus opportun pour gêner la plupart des joueurs en professionnel et il a plutôt eu raison. Donc Rafa progresse encore et encore, et quand il a 14 ans, la fédération espagnole de tennis lui propose d'aller à Barcelone, donc de quitter sa famille pour continuer à progresser et entrer dans le moule de la fédération avec le suivi des talents les plus prometteurs. Mais la famille Nadal refuse. La famille refuse parce qu'ils pensaient que ça empiéterait sur les études, sur le développement de Rafa. Et Tony, il a dit que Rafa pouvait tout aussi bien progresser à Manacor, et il a encore une fois eu raison. D'ailleurs, petite anecdote, à cause de cette décision de la famille et de ce refus, la fédération a revu à la baisse son apport financier pour la progression de Rafa, et c'est donc Sébastien Nadal, le père, qui a financé le reste. Pour résumer, Rafa, c'est une enfance heureuse avec sa famille, il est dans un environnement sportif, il choisit le tennis où il progresse très vite, et il décide avec son oncle de faire une carrière professionnelle. Mais pour rentrer un peu plus dans la personne, Rafa, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe entre un joueur qui, quand il joue, il crie, on dirait un animal, il tape fort dans la balle, il fait peur, mais derrière ce joueur se cache un homme gentil, sensible. On sait que le divorce de ses parents en 2009 l'a énormément affecté. Superstitieux, on voit qu'il aime bien avoir de la stabilité, des repères. Durant toute sa carrière, il a gardé les mêmes personnes autour de lui, son coach, son préparateur physique, sa femme aussi, Maria Francisca Perello, avec qui il est depuis très très jeune, et forcément ses tocs que vous connaissez par cœur, ses routines sur le court, les bouteilles posées méticuleusement, le caleçon redressé, ne pas marcher sur les lignes, bref, Rafa c'est ça. Rafa c'est un taureau quand il joue, mais un vrai gentil dans la vraie vie qui a besoin de confort. Premier barrage, un pied défaillant. Rafa est arrivé au top, il a gagné plein de compétitions dans sa catégorie. En 2000, il a gagné les petits as après s'être incliné en 99 contre notre Richard Gasquet. En 2003, il commence vraiment à jouer les tournois du circuit, sauf qu'il rate Roland-Garros à cause d'une blessure. En 2004, il progresse encore plus, il est top 50 et il affronte Roger Federer pour la première fois à Miami. Il joue Roger à Miami et il le bat en 2 petits sets. Federer qui à ce moment-là est au top, qui gagne absolument tout, et Nadal arrive et le bat, donc on se dit d'où il sort celui-là, il a 17 ans et il bat Federer.
incroyable. Sauf qu'on est en avril 2004 au tournoi d'Estoril, Nadal bat Gasquet au deuxième tour malgré une fracture du scaphoïde du pied gauche, donc il déclare forfait pour le reste de la semaine, puis pour Roland Garros et Wimbledon. Sauf que cette blessure, c'est pas qu'une simple blessure, c'était celle qui était censée mettre Rafa hors jeu du tennis professionnel. Et je m'appuie sur ce que disaient les docteurs concernant Rafa qui étaient très pessimistes. Ils disaient clairement que non, ça allait pas être possible, pas à un niveau professionnel avec l'intensité qu'on connaît. Pour être plus précis, Rafa souffre d'une pathologie rare qui affecte le scaphoïde au pied, c'est le syndrome de Müller-Wes qui entraîne la déformation du scaphoïde et c'est une maladie incurable, donc qui peut pas être guérie, d'où le pessimisme des médecins. Donc là c'est un choc. Un choc pour lui parce qu'il a fourni tellement d'efforts pour en arriver là, c'est-à-dire quasiment au sommet du tennis mondial. C'est un choc pour Tony qui était persuadé qu'il pouvait emmener Rafa au top, et c'est un énorme obstacle dans la carrière de Rafael Nadal, obstacle physique mais aussi psychologique. Comment se relever de ça? Comment passer outre et se dire je vais faire mentir les médecins, je vais faire mentir la science? Il avait 18 ans et il a dû se persuader qu'il pouvait continuer de faire les efforts malgré un pied déjà pété. En plus, précision, c'est le pied gauche, donc son pied d'appui sur lequel repose tout son jeu et ses déplacements, et donc on a un Nadal en danger, mais finalement cet obstacle il va réussir à le franchir tel un héros et il va construire le début de sa légende dès l'année d'après à Roland Garros. 2005, l'heure de gloire. 2005, c'est l'année qui lance définitivement la carrière de Rafa au plus haut niveau. C'est une année complètement folle pour lui, alors qu'en 2004, on l'avait quitté avec cette blessure au pied. Il avait joué en fin d'année, mais sans succès. Et en 2005, c'est surtout le début de la suprématie Nadal sur terre battue. Et oui, ça vous a pas échappé, Nadal, c'est le plus grand joueur de l'histoire sur terre battue, et tout a commencé en 2005. Il gagne Monte-Carlo, Barcelone contre Ferrero en finale, Ferrero vainqueur de Roland Garros en 2003, et Rome en battant Coria dans un match légendaire en 5-7 en plus de 5 heures. On était à l'époque où les finales de Masters 1000 se jouaient encore au meilleur des 5-7. Donc en plus de gagner les tournois sur terre battue, Rafa il battait déjà les grands champions de l'époque qui dominaient la surface, donc Nadal il est devenu l'homme à battre sur terre battue à Roland Garros. Sauf qu'à Roland Garros en 2005 pour sa première participation, il est fabuleux, il bat tout le monde sans grande difficulté, il bat Federer en demi-finale et Mariano Puerta en finale, 19 ans et premier grand chelem. Mais Rafa c'est aussi un physique exceptionnel, il s'est bien étoffé à la salle et c'était important parce que son style de jeu exige une énorme caisse physique et une résistance à l'effort encore plus importante que la moyenne. Pour parler un peu de son style de jeu, Nadal en 2005 c'est un jeu défensif hors du commun, il est gaucher donc il pilonne le revers de ses adversaires avec son coup droit qui est connu pour être extrêmement lifté. Il fait tourner la balle plus que quiconque donc ça lui permet de faire reculer ses adversaires. Il a un service pas puissant mais basé sur le slice et le placement et il a une excellente main déjà. Et donc en 2005 il remporte au total 11 titres, c'est faramineux, dont 8 sur terre battue et 3 sur dur, dont les Masters 1000 de Madrid et Toronto. Preuve d'ailleurs que Rafa c'était déjà un peu plus qu'un joueur exceptionnel sur terre battue. Son corps, un ennemi difficile à vaincre. Vous le savez sûrement, Rafa a eu de nombreuses blessures dans sa carrière. J'ai même pas osé les compter pour cette vidéo et même avec des recherches, je pense qu'on en oublierait. À commencer par son pied gauche que je vous ai décrit et ensuite ça a été un enchaînement incessant de blessures qui l'ont empêché de jouer des grands chelems. Il a déclaré forfait sur 13 grands chelems pour blessures. Alors il y a des blessures qui ont carrément interrompu sa carrière pendant plusieurs mois et Rafa, tout son corps y est passé. Pieds, genoux, hanches, abdos, épaules, poignets, dos, côte. Et effectivement, si on va plus loin et qu'on se demande pourquoi toutes ces blessures, la réponse elle est simple et il suffit de le voir jouer. La dépense physique est telle que forcément quand tu joues avec une telle intensité, que tu joues autant dans l'année, parce que comme Rafa est plus fort que les autres, la plupart du temps il va au bout, donc il peut se retrouver à jouer 70, 80, 90 matchs à l'année, ce qui fait qu'à un moment donné ça pète et en plus il faut gérer les changements de surface, les balles qui peuvent être un peu différentes. Bref, Nadal a subi la frénésie du circuit et il a surtout subi son jeu qui a fait mal à ses adversaires, mais au final ce jeu lui a fait encore plus de mal à lui et c'est ce jeu qui l'a empêché de durer encore plus dans le temps, comme un Djokovic par exemple. Djokovic qui a une gestion parfaite de son corps qu'il préserve en allégeant son calendrier, même si évidemment le jeu de Djokovic est un peu moins énergivore que celui de Rafa. Et je finirai cette partie avec la phrase terrible d'André Agassi qui disait au sujet de Rafa: Rafael Nadal tire des chèques sur sa santé que son corps ne pourra pas honorer. Une force mentale hors du commun, parce que malgré les blessures évoquées, c'est sa force mentale qui lui a permis de revenir à chaque fois. Rafa, c'est une longévité exceptionnelle avec en plus un physique bien fragile comme on l'a vu, et on peut le dire, c'est un exploit d'avoir tenu une carrière professionnelle de 2002 à 2024 avec toutes les blessures qu'il a subies, avec une grave fracture du pied et avec un médecin qui te dit « Copain, une carrière pro, ça va pas être possible ». Et au-delà de la longévité, la force mentale de Nadal, c'est le fait de se relever de chaque blessure, de repartir à l'attaque, de retourner sur le court, de retrouver la confiance avec chaque partie du corps qui ont été impactées. Et ça, Rafa, il l'a fait de nombreuses fois. Il a fait preuve d'une résilience vraiment saluée par le monde entier, y compris les plus grands athlètes qui prennent souvent Rafa comme exemple à ce niveau-là. Et il a offert au tennis des comebacks incroyables qui sont aussi ce qu'on va retenir de Rafa.
2010, 2013, 2017, 2019, 2022. Mais je vous parle rapidement du comeback qui m'a moi le plus impressionné, c'est 2013. Celui de 2022 est exceptionnel aussi, c'est le plus récent, et vous étiez peut-être devant votre télé jusqu'à 15h pour la finale de l'Open d'Australie contre Medvedev, qui retourne complètement après avoir été mené de 7-0. Mais 2013, pour le contexte, on est en 2012, et Rafa perd à Wimbledon contre Rosol, qui était 100e mondial. Derrière, il stoppe sa saison, il est blessé au genou gauche, et cette blessure le fait arrêter la compétition pendant 6 mois. Entre-temps, on a Federer qui gagne Wimbledon, on a Murray qui gagne l'US Open, et Djokovic qui gagne l'Open d'Australie. Donc on a un Nadal qui se fait bouffer par les 3 autres, qui est plus trop dans la discussion. Rafa, il revient en février 2013 au tournoi de Viña del Mar sur terre battue, c'est un ATP 250. Et Rafa, sur terre battue, il faut savoir qu'il bat quasiment tout le monde, même quand il est à 50%, voire à 30%. Je pense qu'à 30%, Rafa, dans sa carrière, il battait 90% du circuit. Donc il a une marge énorme et il va jusqu'en finale où il perd contre Zeballos. C'est un tournoi positif, il fait quand même finale, mais il sent qu'il peut faire mieux. Il est encore un peu gêné par le genou. Mais la suite de la saison, elle est très violente parce que Rafa retrouve son meilleur niveau et il fait des ravages. Il gagne Sao Paulo, Acapulco, Indian Wells, Barcelone, Madrid, Rome, Roland-Garros, Montréal, Cincinnati et l'US Open. Je répète les 3 derniers, Montréal, Cincinnati et l'US Open. Il revient de blessure et il gagne les 3 énormes tournois sur dur de l'été. Et des gens osaient dire quand même que Rafa n'était bon que sur terre battue. Cette saison, elle est légendaire. On a un Rafa qui terrifie tout le monde, qui est hyper agressif, qui sert bien, qui laisse aucune chance avec son coup droit et avec un revers qui devient vraiment très solide, qui devient une réelle arme. Et on a un Rafa fidèle à lui-même, un guerrier, un combattant, un champion qui prend sa revanche après une déconvenue et c'est ce qui le caractérise. On peut même aller plus loin là-dessus et ça nous fait revenir au caractère de Rafa. Sur chaque point qu'il joue, il a toujours été connu pour mettre une intensité telle qu'on dirait qu'il joue comme si sa vie en dépendait, comme si à chaque fois c'était la dernière fois qu'il jouait. Et Rafa, c'est ça, c'est comme un héros qui n'abandonne jamais, qui se bat jusqu'à la dernière seconde. Et quand il chute, il se relève à chaque fois tel un miracle qui devient presque normal, alors qu'un comeback comme 2013, on a rarement vu ça. Un comeback comme 2022, on n'a jamais vécu ça. Des rivaux de taille. En plus des blessures à surmonter, Nadal, forcément, il a dû battre des très gros joueurs, et 2 joueurs se sont vite révélés comme ses 2 plus grands rivaux. 2 autres joueurs qui ont pratiqué le même niveau d'excellence que Rafa. 2 autres joueurs qui ont tout fait pour stopper l'épopée de Rafa. Je parle bien sûr de Roger Federer et de Novak Djokovic, ses 2 plus grands ennemis avec qui il a livré des matchs légendaires, historiques, éblouissants. Federer et Djokovic font pleinement partie de l'histoire de Rafael Nadal, je me devais de me concentrer sur eux à un moment donné, parce qu'ils ont pleinement participé à la progression de Nadal et à la construction de sa légende, et ils ont obligé Nadal à constamment se remettre en question pour revenir encore plus fort. On parle d'un trio exceptionnel, un trio comme rarement on en a connu dans le sport en général. Je pense que c'est totalement du niveau de domination de Messi et Ronaldo. Ils ont marqué 3 décennies et plusieurs générations, et Nadal fait partie de cet âge d'or du tennis aussi, grâce à Djokovic et Federer. Federer, ça a été le premier auquel Nadal a eu à faire face. Nadal est arrivé au sommet quand Roger marchait déjà sur l'eau. Roger gagnait 3 grands chelems par saison, et Nadal a réussi à battre Federer sur terre battue, puis sur les autres surfaces. Il avait cet ascendant avec son coup droit de gaucher qui allait sur le revers à une main de Federer, et au final, Nadal contre Federer, il s'en sort avec 24 victoires pour 16 défaites. Djokovic, lui, est arrivé un poil plus tard. Il gagne son premier grand chelem à l'Open d'Australie en 2008, année où Rafa gagne Roland-Garros, Wimbledon, les JO et passe numéro 1 mondial pour la première fois. Au début, les affrontements entre Nadal et Djokovic vont en faveur de Nadal. Sur les 18 premiers matchs entre les deux, Nadal en gagne 14, sauf qu'à partir de 2011, Djokovic renverse totalement cette tendance. Il prend l'ascendant sur Nadal en contrant à la perfection l'Espagnol, il trouve la clé face au coup droit de Nadal, mais en fait c'est pire que ça. Djokovic traumatise Nadal. En 2011, les deux se jouent 6 fois pour 6 finales, et Djokovic gagne les 6 finales. Et on parle pas du petit tournoi du coin, on parle d'Indian Wells, Miami, Madrid, Rome, Wimbledon et l'US Open. Donc en 2011, le manque à gagner, il est énorme pour Nadal en termes de titres, et Djokovic est devenu un gros problème, et c'est Tony qui l'avait dit dès 2005, en regardant Djokovic jouer. Tony, il a dit à Rafa, nous avons un problème, et il a encore eu raison, parce que Djokovic aura fait des dégâts. Mais depuis, Nadal, avec Federer et Djokovic, nous a offert des matchs de légende. Des matchs pour l'histoire avec un niveau de jeu hallucinant, et j'ose le dire, un niveau de jeu jamais atteint par moment. Ils ont repoussé les limites du tennis dans les chiffres, mais aussi dans le niveau de jeu. Dites-moi en commentaire quel est le match qui vous a le plus marqué avec Rafa. C'est fou parce qu'on pourrait en citer des dizaines tellement il y en a. Je vais en prendre 3 qui sont exceptionnels, que vous connaissez sûrement. Si c'est pas le cas, allez rattraper votre retard juste après la vidéo. Numéro 3, Nadal-Djokovic à Roland-Garros 2013, demi-finale. Pour le contexte, Djokovic a battu Nadal en finale à Monte-Carlo quelques semaines avant. Il a coupé la série d'invincibilité de Nadal à Monte-Carlo, et les deux se retrouvent en demi-finale à Roland-Garros. Roland-Garros qui est le jardin de Rafael Nadal, on en parlera juste après. Et on a un match exceptionnel. On a les 2 meilleurs joueurs sur terre battue de loin à cette époque. Djokovic a vraiment progressé et il est fantastique d'agressivité, de mordant, de justesse, et il mène vraiment la vie dure à Rafa pendant plus de 4 heures. Il est même devant dans le 5e set, il mène
4-2, il a le break, mais Rafa, habité, revient et gagne 9-7 au 5e. Et pendant 4 heures, c'est des parpaings d'une violence inouïe, des rallyes invraisemblables, un régal tennistique. Il y a ce fameux point dans le 5e set où Djokovic touche le filet, et c'est peut-être le tournant du match. Et au bout du compte, Nadal gagne, mais on peut dire que c'est sa victoire la plus difficile à Roland-Garros. Numéro 2, Nadal-Djokovic, Open d'Australie, finale. Cette fois, on est dans le tournoi de Djokovic, mais Rafa est exceptionnel. Il a battu Berdych et Federer juste avant, et les deux nous sortent une finale indécente, 5h53 de jeu, des rallyes, des passings, les deux joueurs qui sont en transe, Djokovic qui mène 2-7-1, 5-4, mais Rafa qui gagne le 4e au tie-break et qui célèbre comme un dingue, et un 5e set gagné par Djokovic qui s'impose dans la plus longue finale en Grand Chelem de l'histoire. On a un chef-d'œuvre et il faut se rendre compte que c'est pas un deuxième tour de Grand Chelem, hein. On est en finale, il y a des enjeux incroyables des deux côtés parce que les deux ont déjà un palmarès fou et ils nous sortent une performance incroyable. Numéro 1, Federer-Nadal, Wimbledon 2008, finale, j'espère que vous l'avez en tête. Nadal restait sur 2 finales perdues à Wimbledon contre Federer qui n'avait pas perdu à Wimbledon depuis 2002. On est en 2008 et la 3e finale est la bonne pour Rafa. On a un match complètement fou qui est considéré par beaucoup comme le plus grand match de l'histoire du tennis. On a une opposition de style merveilleuse, on a la classe de Roger et la combativité de Rafa et surtout un scénario digne d'un film où Nadal mène 2-7-0, Roger revient à 2-7 partout avec 2 tie-breaks complètement fous et un 5e set à la tombée de la nuit où Rafa s'en sort en légende. C'est pas un match, c'est une œuvre d'art et c'est l'illustration de ce que Rafa a pu nous offrir de plus beau. Au fait, nous c'est Game Set and Talk, on est des passionnés de tennis et on décrypte l'actualité tennis toute l'année, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. Active la petite cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos et prends soin de toi. Le roi de Roland-Garros, et oui Nadal, vous le connaissez forcément pour son ultra domination à Roland-Garros, une domination sur un tournoi comme jamais on en avait vu. Et ce qui est fou, c'est qu'on parle pas d'un ATP 250, d'un ATP 500, d'un Masters 1000, non, c'est Roland-Garros. Et avant l'édition 2024, Nadal cumule 112 victoires pour 3 défaites, on se rend pas compte. Donc Rafa dispute le tournoi en 2005 pour la première fois, comme on l'a vu, et derrière il le gagne en 2006, en 2007, en 2008, et en 2009 il connaît son tout premier échec contre Robin Söderling en 8e de finale, Nadal qui était blessé au genou, et qui en plus, d'après les dires de Joe-Wilfried Tsonga, était malade et pas bien du tout. Écoutez, c'est intéressant. Sa défaite contre Söderling, finalement, bon bah lui le dira jamais parce qu'il aime pas s'exprimer comme ça et tout ça, mais c'est vrai que sa défaite contre Söderling, il avait été malade. Et on savait tous qu'il était malade et qu'il avait une angine et qu'il était pas bien du tout. En plus de ça, Nadal a dû faire face à la réaction du public parisien, le public qui était très content de son élimination, ils en avaient marre de le voir gagner. Sauf que c'était mal le connaître parce que Nadal par la suite à Roland-Garros, il gagne en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Vous avez bien compté, Rafael Nadal c'est 14 Roland-Garros, c'est-à-dire qu'avec son nombre de titres à Roland-Garros, il égale l'ensemble des grands chelems de Pete Sampras, palmarès qui semblait inégalable à l'époque. Et bah Rafa il t'a égalé Sampras juste avec Roland-Garros, c'est du gros délire. 2 défaites contre Djokovic en 2015 et 2021 où Djokovic est beaucoup trop fort pour Nadal et un abandon en 2016 pour une blessure, tiens, encore une blessure au poignet. Bref, on a un joueur quasiment imbattable qui a construit sa légende sur ce tournoi, année après année, qui a imposé sa loi, qui est rentré dans la tête de tous les joueurs sans exception. Et ça c'est vraiment pas une blague, hein. Combien de fois on a vu la tête de ces joueurs complètement tétanisée avant de rentrer sur le court? Des dizaines de fois. Et le match il était déjà terminé, Rafa avait déjà gagné. Parce que le spectre de Rafa envahit tout le stade. Je sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller à Roland-Garros, mais il y a un peu ce côté où tout le monde se demande où est Rafa. Lors de ses entraînements, c'est le chaos. Il faut venir 1 heure à l'avance, sinon t'es cuit, tu le verras jamais. Et aujourd'hui, c'est indéniable, quand on pense à Roland-Garros, on pense à Nadal. Quand on entre dans Roland-Garros, on pense à Nadal. Il nous l'a obligé. Il a même sa propre statue à l'entrée du stade pour bien rappeler qui est le maître ici. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que son record de 14 Roland-Garros sera battu un jour. Pour moi, c'est un grand nom. On a même Guy Forget qui dit que c'est peut-être le plus grand exploit sportif, tout sport confondu. Alors ça se discute, hein. On a les médailles de Michael Phelps, on a les records de Usain Bolt, mais effectivement, on rentre dans un cercle très fermé avec ces 14 Roland-Garros. 2015-2016, un passage à vide. Et oui, l'histoire de Rafael Nadal, elle est marquée par une période beaucoup plus sombre pour l'Espagnol, beaucoup plus compliquée en termes de résultats, donc en termes de niveau de jeu aussi, de confiance sur le court. On est en 2015 et Rafa joue la pire saison de sa carrière, son niveau a régressé par rapport à 2014 et encore plus par rapport à 2013. Il a plus de longueur de balle, son coup droit ne fait plus du tout mal et les joueurs n'ont plus du tout peur contre lui, même sur terre battue. Il se met à perdre contre des joueurs contre qui il devrait jamais perdre. Premier tournoi de l'année, c'est Doha. Il perd au premier tour contre Michael Berrer qui est 127e. Je vous mets ses résultats juste là, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre que même les plus grands sont vulnérables. Même les cadors qui semblent invincibles, et ben à un moment, ils perdent en régularité. Et c'est rassurant au final parce que ça montre qu'ils sont humains. Et Rafa, cette période 2015-2016, terrible, elle est due à une énorme perte de confiance sur le court. Il l'a expliqué plusieurs fois. Il a même évoqué des problèmes de respiration qui ont complètement déréglé son jeu et ses déplacements
classement. Et sur le court, on avait un joueur ultra vulnérable qui pouvait perdre contre des joueurs au-delà du top 100 et il a enchaîné des défaites catastrophiques. Et cette période, elle est vraiment intéressante parce que maintenant qu'on a la vue d'ensemble, elle prouve que même Rafael Nadal et ses exploits que je vous ai mentionnés, ses comebacks, sa force mentale, même lui peut traverser des périodes sans et au final, c'est ce qui fait le charme d'une légende. Donc un jeu en évolution. Oui, pour faire face à tous ces passages à vide, Rafa a dû se réinventer complètement, en permanence, trouver des nouvelles solutions. Je vous ai parlé de Djokovic. Quand Djokovic a martyrisé Rafa en 2011, Rafa, il a dû trouver des clés, faire des micro-changements dans son jeu, dans sa tactique. Et quand t'es dans une période comme 2015 où globalement rien ne marche comme avant, t'es obligé de faire évoluer ton jeu. Rafa jeune, je vous l'ai dit que c'était un jeu ultra défensif qui pouvait travailler ses adversaires du fond du court pendant des heures pour trouver la faille côté revers. Et en fait, au fur et à mesure de sa carrière, on est passé d'un jeu défensif à un Rafa qui prend l'initiative dans le point, qui est plus agressif, qui veut finir le point en montant au filet. On a aussi une évolution dans le jeu avec un revers qui est devenu une réelle arme avec lequel il peut faire le point, et plus globalement une évolution tactique avec des variations, des slices, des moonballs, ces fameuses balles bombées sur le revers adverse pour varier et gagner du temps. Donc on a vu une volonté d'abréger l'échange pour limiter la dimension physique, étant donné qu'il a pris de l'âge, et Rafa c'est une adaptation perpétuelle en fonction de ses adversaires, de sa forme physique, et c'est une des raisons qui explique sa longévité aussi. Rafa il a aussi fait preuve d'humilité, notamment en appelant Carlos Moya en 2017 pour intégrer son équipe, Moya qui est quand même vainqueur de Roland Garros, parce que Rafa il voit bien qu'il y a un problème, qu'en 2015 il s'est fait fracasser à Roland Garros, il s'est fait humilier par Fognini à l'US Open alors qu'il menait 2-7-0, il se fait renverser. Donc prendre Moya c'est accepter d'intégrer un nouveau discours d'un ancien champion qui est capable de lui apporter tous ses apports en termes d'évolution et de réinventer son jeu à la trentaine. Donc ce qu'il faut retenir c'est que Rafa il a su franchir tous ces obstacles qui se sont mis devant lui grâce à ce jeu qu'il a su optimiser. J'ai mal au genou, alors j'adapte mon jeu de jambes pour amoindrir l'effort sur mon genou. J'arrive plus à battre Djokovic sur terre, alors je construis un plan anti-Djokovic pour trouver la faille du Serbe, et c'est vraiment ce qu'il a fait. En 2015, j'ai plus confiance en mon jeu, je suis résilient, je prends Moya et je travaille plus dur pour retrouver mon niveau. Rafa c'est ça, c'est une adaptation permanente à son environnement, à ses failles, à ses doutes, et force est de constater que cette adaptation, elle a payé. Un corps qui ne veut plus, et oui, ça vous a pas échappé, la fin de carrière de Nadal est fortement perturbée par son corps, par des blessures qui prennent le pas sur sa capacité à être compétitif. On en a parlé de ces blessures, et c'est l'accumulation de toutes les blessures qu'il a endurées. À un moment donné, le corps dit stop, et c'est ce qui se passe. Rafa est cramé, il est fracassé de partout, comme en témoigne son année 2023 d'ailleurs, quasi blanche. Il joue 4 matchs en début d'année, il se blesse à l'Open d'Australie, et plus rien. La réalité l'a complètement rattrapé, et en 2024, on est un peu sur le même schéma, 3 matchs joués à Brisbane, puis des forfaits à Doha, Dubaï, Indian Wells, Monte-Carlo. Le héros Rafa est bloqué, il est dépendant de son physique qui flanche et de son âge, 38 ans, le 3 juin 2024, et tout ça c'est normal. Ce qui est pas normal, encore une fois, c'est sa longévité, c'est les exploits à répétition, les comebacks après avoir subi des grosses douleurs, c'est les matchs légendaires à répétition, ça c'est pas normal. Et il nous a trop habitués à l'exceptionnel, à l'irrationnel. Et maintenant que les choses reviennent à la normale avec un joueur qui est blessé, on est surpris, mais la surprise c'était toutes ces années folles, 2005, 2008, 2010, 2013, 2017, 2019, 2022, tous ces moments irrationnels où on est sorti de la norme et où Rafa a redéfini les limites de ce sport. Ça, c'était la surprise. Aujourd'hui, on se dirige vers une fin de carrière difficile où c'est le corps qui va décider de la date d'arrêt. Et j'ai ce ressenti que Rafa, il a poussé trop loin. Il aurait pu partir après son sacre à Roland Garros en 2022 au sommet. Alors c'est facile à dire maintenant, évidemment, mais on connaît les circonstances de ce Roland Garros où il était déjà au bout du bout avec un pied gauche endormi avec plein d'injections. Et il a poussé et repoussé les limites en continuant derrière avec Wimbledon, l'US Open. Et c'est impossible. Et ça révèle chez Rafa une passion du jeu, mais aussi une obstination et un sacré ego. Effectivement, Rafa, il a toujours eu cette capacité à s'accrocher coûte que coûte, malgré les difficultés, malgré l'obstacle à surmonter. Et Rafa, je dirais que c'est un obsédé, au sens propre du terme. Il a une obsession pour ce sport, pour la compétition, pour la gagne, et tous ses comebacks en sont la preuve. Regardez en 2022, qui serait prêt à refaire les efforts alors que t'es fracassé? C'est de la folie, c'est un état qui dépasse la passion. C'est une obstination qui est dangereuse, parce que le risque de blessure, à chaque fois, il est de plus en plus important. Donc au final, est-ce que cette passion est saine? On peut se poser la question. Et parfois, on a envie de dire non quand on pense à lui et sa vie après le tennis, parce qu'il nous a quand même sorti en 2023 qu'il était content les jours où il descendait les escaliers sans douleur, donc là on n'est plus trop dans le sein là, on est à un stade où il faut arrêter, mais son ego de légende parle aussi, parce qu'il voit un Djokovic encore au top, toujours en place pour gagner des grands chelems, alors que lui il est même pas capable de s'aligner en tournoi, donc ça aussi c'est une raison qui le pousse à retarder sa retraite. Sauf qu'il y a un énorme décalage entre le Nadal compétitif de 2022, donc le niveau qu'il veut atteindre dans sa tête, et la réalité des choses. Donc forcément ça vient légèrement entacher sa fin de carrière, en tout cas pour
pour ceux qui auront de la mémoire, ils se rappelleront de cette fin de carrière qui est très très difficile, mais bien évidemment, Rafa, il va laisser bien plus que ça derrière lui. Eh oui, Rafa, il va laisser un énorme vide derrière lui. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous retenez de Rafa, qu'est-ce qui vous évoque. Moi, personnellement, je me souviendrai d'un état d'esprit avant tout. Pour moi, Rafa, c'est une façon de penser qui influence les actions. C'est un tas de valeurs et je placerai l'humilité en premier. Des fois, on a pu lui reprocher le fait qu'il se méfiait de ses adversaires au premier tour de Roland-Garros, où il disait que ça allait être un match compliqué alors qu'il était 100 fois meilleur, mais justement, ça c'est l'humilité. Ça c'est la bonne manière d'aborder tous ces matchs. C'est comme ça qu'il a pu régner à Roland-Garros pendant des années sans se faire piéger bêtement en prenant ses adversaires de haut par exemple, parce que quand t'as gagné 14 fois le tournoi, la façon de penser classique c'est « je suis plus fort, je vais gagner ». Tout le monde part à égalité et sur un match, il peut se passer n'importe quoi, et le fait d'être conscient de ça, ça lui a permis d'aller chercher chaque match avec la même rage, avec la même détermination. Pour moi, Rafa, c'est aussi sa force mentale et le fait de jamais rien lâcher, même malmené, même au bord de l'élimination, toujours jouer comme si sa vie en dépendait. On se rappellera de son jeu aussi unique, de ce coup droit jamais vu dans le tennis, de ce guerrier et de l'intensité qu'il mettait sur chaque frappe, même à l'entraînement. Et bien sûr, on se rappellera du joueur hors du commun, des matchs légendaires, des comebacks impensables, du palmarès fou, de son évolution qui force le respect. Et allez, si je dois vous ressortir un match qui me vient quand je pense à Rafa, je penserai au Nadal-Dimitrov en 2017 en demi-finale de l'Open d'Australie. Je vous en dis pas plus, pour ceux à qui ça parle pas forcément, allez jeter un coup d'œil, mais pour moi, Rafa, c'est ça. C'est tout ce qu'on a vu dans ce match. Maintenant, c'est à vous de me dire dans les détails ce que vous pensez de Rafael Nadal, quand est-ce que vous l'avez découvert, quel est votre ressenti sur son jeu, sur sa personne, qu'est-ce que vous retenez de lui après toutes ces années de carrière. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. C'était l'histoire de Rafael Nadal, la légende de Roland-Garros, la légende de la terre battue, une légende du jeu, tout simplement.